Bonjour à tous, on va attendre quelques instants, il est 12h29 avant de lancer notre live. Bonjour. On sait que ça prend un petit peu de temps, un petit décalage. On va attendre une petite minute avant de démarrer, le temps que les uns et les autres se connectent. Je vois que vous êtes en train de vous connecter, bienvenue. Bon, il est 12h31, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier live Facebook. C'est une grande première pour Rencontre au bout du monde, en direct d'Aix-en-Provence. Je suis avec mon collègue Johan Vieille, que certains d'entre vous doivent déjà connaître pour l'avoir eu au téléphone ou échangé par mail avec lui, qui est un spécialiste du Zanskar aussi, qui est chargé de la coordination et des coordinations locales et des relations avec nos voyageurs. Je vais bafouiller un petit peu, c'est le premier le premier live Facebook. Il faut m'excuser, ce sera mieux la prochaine fois, vous verrez. Voilà, moi je m'appelle Patrick Wasserman, je suis le directeur et le fondateur de Rencontre au bout du monde. Nous avons également en direct Clémence Dupuis, notre chargée de marketing et communication, qui interviendra peut-être, vous répondra. N'hésitez pas, c'est le principe du live Facebook, on est surtout là pour vous parler du Zanskar et du Ladakh aujourd'hui, mais aussi bien répondre à vos questions dont vous pouvez tout simplement les inscrire en commentaire de la fenêtre dans laquelle vous avez cette vidéo qui apparaît. On a un petit décalage technique, logique, donc d'une trentaine de secondes. Donc, le temps qu'on voit votre question, si on est en train de parler, etc., on risque de prendre un peu de temps pour y répondre. Également, si nous avons sur ce live d'anciens voyageurs, des gens qui ont déjà participé à des voyages avec Rencontre au bout du monde ou particulièrement sur le Ladakh et le Zanskar, on vous invite également à témoigner, à réagir en direct, sans modération, dans tous les sens du terme. Voilà. En tout cas, encore une fois, bienvenue et encore une fois, pardonnez-nous si nous sommes un petit peu hésitants dans certaines phases de cette vidéo, tout simplement parce que on n'a pas l'habitude, on a le trac, on a 10 000 fans qui sont susceptibles de nous rejoindre aujourd'hui, plus de 10 000 fans sur la page Facebook. Bon, là, vous n'êtes qu'une dizaine d'après ce que je vois, mais c'est déjà bien. En tout cas, c'est déjà très gentil à vous d'être là. Alors, quelques mots. La discussion, enfin la présentation va s'articuler en plusieurs temps. Une rapide présentation du tourisme équitable et solidaire, une rapide présentation de Rencontre au bout du monde et rentrer dans le vif du sujet en vous parlant du Ladakh et du Zanskar, de notre histoire avec le Ladakh et le Zanskar, et puis encore plus précisément de ce que Rencontre au bout du monde y fait depuis maintenant 20 ans, puisque la saison 2019 est bien la 20e saison de Rencontre au bout du monde au Ladakh et aux Zanskar, puisque c'est la destination par laquelle nous avons commencé il y a 20 ans, en juillet-août 2000, avec des voyageurs. Donc, pour revenir sur le tourisme équitable et solidaire en général, je pense qu'aujourd'hui, il est moins nécessaire qu'il y a quelques années de le définir. Il s'agit d'une forme de tourisme alternative au tourisme de masse, qui met en application les principes du commerce équitable, qui également aujourd'hui, les gens connaissent bien, dans l'organisation d'un voyage touristique. Un voyage touristique qui va donc être co-construit avec les populations locales, pour accueillir des voyageurs que nous sommes dans des conditions de partage et d'échange qui soient les meilleures qu'on puisse imaginer,
On a des relations avec ces gens-là, et je vais vous en parler dans quelques instants, depuis des années, comme aucun voyageur se rendant individuellement ou avec n'importe quelle autre agence aux Anscars peut espérer avoir, et des relations qui, de plus est, sont des relations avant tout amicales, des relations avant tout pratiquement familiales depuis le temps qu'on connaît les gens du Ladakh et du Zanskar, et depuis plusieurs générations. Donc, le tourisme équitable et solidaire va vous donner une qualité de rencontre qui est inégalable avec n'importe quel autre type de voyage. Également, la garantie par le label, garantie tourisme équitable et solidaire, qui est décerné par l'ATES d'une répartition équitable des revenus générés par cette activité. La garantie également qu'une partie des fonds que vous versez pour voyager est attribuée à des projets de développement locaux gérés collectivement par les villageois. Et bon, en fait, finalement, toutes les garanties de transparence et d'équité et privilégiant l'humain avant tout, qui sont celles du commerce équitable en général. En ce qui concerne Rencontre au bout du monde, Rencontre au bout du monde a été créé il y a donc 20 ans maintenant, en janvier 2000, suite à plusieurs réflections et à des demandes qui ont émané de personnes vivant aux Zanskars, des Zanskarpas. Alors, Johan va vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que le Zanskar, mais plus précisément, il faut savoir que notre aventure avec le Zanskar a démarré en réalité bien avant, dans le milieu des années 70, alors que cette région, le Ladakh et le Zanskar, région isolée de l'Himalaya indien, en Inde, donc, venaient à peine de s'ouvrir aux étrangers. Les étrangers n'avaient pas le droit d'aller dans ces régions jusqu'à ces années-là. Et dès le départ, certains de nos amis ont commencé à y aller, et avec une grande première, pendant l'hiver 70, alors je crois que c'est l'hiver 78-79, je pense, ou 79-80, j'ai un mauvais souvenir là-dessus, d'aller, pour un occidental, d'aller aux Zanskars en hiver, sur la rivière gelée. En fait, il y a eu deux premières la même année, deux personnes y sont allées, deux expéditions concurrentes qui se sont rendues aux Zanskars. L'une était menée par un de nos amis, décédé depuis, mais qui a été à l'origine des rencontres que nous avons faites là-bas, qui nous a transmis le flambeau ensuite avec des personnalités historiques du village de Karcha, au cœur du Zanskar, le lama Sonam Wangchuk, et aujourd'hui, après plusieurs générations, la troisième génération, son neveu Lobsang Tsetan, avec lequel nous travaillons, qui est notre coordinateur local pour le Ladakh et le Zanskar. Donc c'est une histoire de longue date, et chaque année, nous avons proposé depuis l'année 2000, à des voyageurs de profiter de cette amitié, de ces rencontres, et de découvrir soit à pied, soit autrement qu'à pied, pas nécessairement en marchant, cette région unique, extraordinaire, dont Johan va vous parler dans quelques instants. Les principes du tourisme équitable, je disais tout à l'heure, ce sont des tout petits groupes. Aux Zanskars, vous pouvez y aller à 2, à 3, à 4, à 5. Nous, on vous y emmènera jamais plus qu'à 10, ça c'est sûr. La plupart du temps, les gens partent soit entre amis, vraiment en très petits groupes, en individuel presque, sachant que l'intérêt de partir quand même à 4 ou 5 sur une destination comme celle-ci, c'est une diminution, une répartition des frais de voyage. Les transports coûtent très cher au Ladakh parce que c'est très isolé, etc. Et finalement aussi une émulation de groupe quand on randonne, par exemple, quand on est dans des conditions qui peuvent être parfois un peu difficiles, étant donné l'environnement qui est pas toujours, qui est très beau, mais qui peut parfois être hostile, un environnement de haute montagne. Le petit groupe de 4 ou 5 permet des rencontres et des échanges très intéressants. Mais on peut évidemment s'inscrire seul et s'ajouter à un groupe qui va être systématiquement accompagné par un francophone. Johan vous parlera de l'accompagnement, mais tous nos voyages sont accompagnés par des accompagnateurs francophones, soit local la plupart du temps, soit pour le Ladakh français. Voilà, donc depuis ces années, on a acquis une expertise, on revendique une certaine expertise au niveau de l'organisation de voyages aux Zanskars, des questions d'altitude, etc. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à un de nos experts qui, comme moi, est allé des dizaines, on les compte même plus, des dizaines de fois au Ladakh et aux Zanskars, et va pouvoir vous parler d'abord de cette région,
Johan, et puis de ce qu'on y fait, de qu'est-ce qu'on y propose concrètement. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de répondre à vos questions qui commencent à arriver. Voilà. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs effectivement à poser vos questions dans le chat qui figure à droite de la vidéo. Et donc le Ladakh et le Zanskar, ça se situe déjà au niveau de l'Himalaya côté indien, tout à fait au nord de l'Inde, donc à proximité de la frontière chinoise et du Pakistan également. Donc c'est une région qui est très isolée finalement, qui a toujours eu beaucoup de liens finalement avec le Tibet. Et on a aujourd'hui environ 80% de la population qui est bouddhiste, pratiquant, et 20% environ musulmane. Voilà, donc beaucoup d'échanges ont toujours eu lieu avec le Tibet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle cette région le Petit Tibet. Voilà, géographiquement, c'est à des altitudes très élevées tout de même. La capitale du Ladakh, qu'on accède aujourd'hui grâce à un aéroport, se trouve à 3500 mètres. Et les fonds de vallée vont se situer entre 3000 et 3500 mètres, effectivement, dans cette région. Alors cet isolement finalement du Ladakh et du Zanskar, Patrick expliquait tout à l'heure que c'est une région qui n'a finalement été ouverte au tourisme que dans les années 70 pour le Ladakh et même seulement au début des années 80 pour le Zanskar. Elle a finalement, cet enclavement a protégé cette région et on y trouve de ce fait-là une culture extrêmement riche. Voilà, on parlait du bouddhisme, effectivement. Les paysages sont extrêmement montagneux, c'est un climat très aride, finalement. Les premiers contreforts de l'Himalaya empêchent la mousson d'accéder à cette région, ce qui fait que finalement, il y pleut assez peu, et on peut y aller pendant les mois de mousson, dès le mois de mai, juin, juillet, août, tout l'été, c'est une excellente période pour se rendre dans cette région. Le climat est très froid en hiver, il y a de la neige qui isole encore plus les habitants de cette région, ce qui rend la région encore plus inaccessible et les déplacements assez compliqués. Depuis peu de temps, le gouvernement désenclave la région avec la construction de routes, mais c'est quelque chose d'extrêmement récent. Les échanges se sont toujours faits à pied ou à cheval, historiquement. Il y a d'ailleurs un dicton local qui explique que finalement les voyageurs qui se rendent dans cette région du Ladakh et du Zanskar sont soit nos meilleurs amis, comme ils disent là-bas, ou alors nos pires ennemis. Parce que justement, il faut une profonde motivation finalement pour se rendre dans cette région-là, tellement elle est inaccessible. Et donc cette intention, elle peut être que animée soit de très bonnes intentions, soit au contraire, effectivement, de mauvaises. Voilà, ça résume bien un petit peu la situation. Alors aujourd'hui, c'est quand même heureusement beaucoup plus facile de se rendre là-bas, du fait de l'aéroport qui se trouve bien sûr à Leh notamment. Il y a des routes qui se construisent petit à petit. Voilà. Toujours est-il que c'est ce qui fait un petit peu la spécificité de cette région. Cet enclavement a créé dans la société, chez les Ladakis, une extrême solidarité entre chacun. Les conditions de vie difficiles, ils sont aussi pour beaucoup. Et voilà, c'est ce qui est intéressant quand on se rend dans cette région, c'est de découvrir cette religion bouddhiste aussi qui imprègne véritablement la culture locale, les comportements, les relations sociales entre les gens. C'est imprégné d'énormément de sagesse. On en tire beaucoup d'enseignements à découvrir cette riche culture. Les gens sont d'une hospitalité incroyable, vraiment. C'est vraiment,
on découvre beaucoup de choses sur finalement le bonheur. À quoi tient le bonheur finalement? Ces gens-là nous le renvoient en pleine face. Ils n'ont pas forcément grand-chose matériellement parlant, mais ils dégagent une sérénité, une joie de vivre invraisemblable, qui vraiment est marquante et très communicative aussi. C'est quelque chose c'est le pays du sourire. Ouais, et qu'on se prend en pleine face vraiment quand on arrive sur place. Quelque chose de très marquant, effectivement. C'est pour ça que les gens ont envie d'y retourner et ne s'en remettent jamais, au bon sens du terme. Voilà, on en a 2 exemples et on ne s'en est pas remis. Non, oui. Moi, j'avoue que la toute première fois que j'y suis allé, je n'avais pas nécessairement d'intention d'y retourner. Et finalement, l'histoire s'est prolongée plus de 10 ans, à accompagner des séjours. Et c'est un vrai plaisir d'avoir justement, pendant toutes ces années, pu tisser des liens étroits avec ces populations qui sont devenues vraiment de véritables amis avec le temps. Et une joie aussi incroyable de pouvoir faire partager ces relations à des voyageurs qui s'aventurent au Ladakh et aux Zanskar avec nous et qui découvrent voilà, cette population si attachante, ce mode de vie vraiment en lien étroit aussi avec son environnement. C'est quelque chose qui est assez marquant sur place. Toute l'agriculture, les relations sociales, la construction d'un village, tout ça est vraiment dans une logique, il y a un équilibre parfait. C'est intéressant de le découvrir sur place. C'est un vrai plongeon aussi en arrière par rapport au mode de vie qu'on pouvait trouver il y a un peu plus d'un siècle dans les Alpes en France, avant qu'il y ait un exode rural et où les travaux dans les champs n'étaient pas du tout mécanisés. C'est une occasion de se replonger un petit peu dans ce mode de vie en allant dans cette région du Ladakh et du Zanskar. Alors, au niveau on propose plusieurs circuits pour aller dans cette région du Ladakh et du Zanskar, pardon. On a, pour ainsi dire, 8 programmes différents qui permettent de découvrir la région sous différentes formes. Et à différentes saisons. Et à différentes saisons. On a 6 séjours qui se déroulent plutôt en été et 2 en hiver. En été, on va proposer des séjours à dominante trekking avec de la marche. C'est, comme je vous le disais, finalement, l'un des seuls moyens pour accéder à ces villages reste la marche. Encore aujourd'hui, il y a des villages qui ne sont pas accessibles autrement que par les sentiers. Et on va proposer des itinéraires qui vont soit utiliser les chemins historiques utilisés depuis des générations par les locaux pour justement se rendre d'un village à l'autre. Et on va autrement proposer d'autres itinéraires plus inédits, un petit peu plus inaccessibles, parfois d'un niveau un petit peu plus élevé. On va chercher le col jusqu'à 5000 mètres parfois, qui là s'adresse à des trekkers qui recherchent d'aventure le côté montagne, évidemment. Nous, notre expérience, notre expertise, comme disait Patrick tout à l'heure, elle est bien sûr sur cette relation qu'on a tissée avec les populations. Et quel que soit le séjour, on va rechercher cette proximité avec les habitants dans différents villages. Alors, cette immersion chez l'habitant, elle se fait différemment et on a des circuits qui vont vraiment chercher à maximiser au plus cette rencontre où du coup on n'aura plus du tout de randonnée, on est uniquement en immersion chez l'habitant et du coup ça s'adresse là à des voyageurs qui ne marchent pas nécessairement mais qui souhaitent également pouvoir découvrir cette région. Et puis on essaie aussi de trouver des équilibres entre des séjours où on va quand même marcher un petit peu et faire un mix entre randonnée et séjour chez l'habitant. Où, par exemple, on va pouvoir séjourner 4 à 5 jours dans un même village. Ce sont les horsemen, on appelle ça les horsemen, les habitants qui ont des chevaux, qui descendent de leur village pour venir nous chercher. Et leurs chevaux permettent de faire le portage de toutes nos affaires
et on remonte jusque dans leur village de cette manière. Et ce sont ces mêmes horsemen qui nous accueillent dans leur propre famille. Donc on a déjà créé des liens avec eux tout au long de la marche. Et ensuite, on découvre leur maison, leur famille, leurs enfants, avec qui on partage 4 à 5 jours pour découvrir un petit peu leur quotidien. Voilà, donc ces 6 circuits, vous pouvez les trouver bien sûr sur notre site, sur les pages du Ladakh et du Zanskar. C'est aussi une question de durée. On a des séjours qui durent 2 semaines au plus court. C'est vrai que c'est la durée la plus courte qu'on propose aujourd'hui, mais il est possible de séjourner un tout petit peu moins longtemps en restant du côté du Ladakh. Pour aller aux Zanskar, il faut encore aujourd'hui au moins consacrer une vingtaine de jours du fait de cet isolement et des routes qui, pour y accéder, nécessitent encore au moins 1 à 2 jours de route. Voilà, donc c'est pour l'été, je vous ai présenté un petit peu les différents programmes. Et en hiver, 2 programmes. Un programme donc qui correspond à la rivière gelée. Je ne sais pas si, enfin, je pense que certains d'entre vous connaissent probablement. Il y a eu beaucoup de reportages qui ont été tournés sur cette rivière qui est un véritable fleuve finalement, qui s'engouffre dans des gorges. Et la température est tellement froide que la surface de l'eau gèle parfois entièrement, parfois seulement sur les rives. Et elle crée ainsi un chemin d'accès qui permet aux habitants du Zanskar d'être un petit peu désenclavés, puisqu'en marchant à travers ces gorges, en l'espace de quelques jours, ils peuvent rejoindre Leh, la capitale du Ladakh. Et voilà, ils ont toujours utilisé cette voie de communication temporaire en hiver pour commercer avec le Ladakh. Et donc voilà, on propose de suivre cet itinéraire, de s'engouffrer dans ces gorges le long de cette rivière gelée et d'aller rencontrer les habitants du Zanskar en plein hiver. C'est voilà, un séjour en aller-retour dans ces gorges. L'autre séjour qu'on propose en hiver est un petit peu plus court, puisque pour pouvoir effectuer la rivière gelée, il faut y consacrer là aussi plus d'une vingtaine de jours. On propose un séjour hivernal aussi. C'est une petite randonnée, mais d'un niveau plus facile, où on reste au contact de villages avec lesquels on a beaucoup de relations également. Et donc, on va visiter différents villages en hiver, sur une durée un petit peu moins longue. C'est aussi l'hiver une occasion d'assister à de nombreux festivals. Les festivals sont des événements dans les monastères bouddhistes. Chaque année, chaque monastère organise une fête pendant laquelle les moines vont porter des costumes et effectuer des danses qui sont vraiment très, très esthétiques et qui attirent énormément de monde. Il y a une ferveur incroyable de la population pour ces événements. Et il y a beaucoup de festivals, effectivement, en hiver, qui reste une période où les gens ont beaucoup de temps aussi. Voilà, donc pour la présentation un petit peu de tous les circuits qu'on propose actuellement, sachant qu'on est aussi en mesure, bien sûr, de vous proposer des circuits sur mesure, en fonction de vos propres envies, de vos propres besoins, de la durée à laquelle vous souhaitez voyager. Nos équipes sur place sont des équipes uniquement composées de personnes qui sont originaires vraiment du Ladakh et du Zanskar, des villages où nous nous rendons. Cette proximité avec l'équipe qui sont nos partenaires, elle permet vraiment cette richesse, cet échange avec les populations. On est introduit comme des amis et non pas comme des voyageurs qui sont accompagnés par un guide népalais ou indien qui vient même parfois de vallées, à 2-3 vallées qui sont un peu plus lointaines. Là, nos guides s'arrêtent toujours dans les villages, demandent comment va la cuisine, comment va. Ils sont tous. C'est une grande famille et ça permet une grande proximité. Et voilà, on travaille généralement, enfin c'est pas généralement, très souvent avec un guide local en binôme avec un accompagnateur en montagne, brevet d'État ou diplôme d'État français, qui assure ce lien avec la population. Qui assure aussi la sécurité de votre voyage en
terrain de montagne, sur les questions aussi liées à l'altitude, pour vous donner les bons conseils. Voilà, donc on y reviendra un petit peu plus précisément sur ces questions d'altitude. Si vous avez des questions notamment, on pourra aussi bien sûr y répondre et vous donner quelques conseils. Et voilà, il y a beaucoup d'appréhension souvent sur les questions d'altitude, mais qui en fait n'ont pas toujours lieu d'être non plus. Oui, je vais te la rendre après. On va aborder quelques aspects un peu plus pratiques. Voilà, vous pouvez rejoindre un de nos groupes directement sur place. Vous pouvez partir de France ou de n'importe quel pays. Avec nous, on peut s'occuper, et c'est ce qu'on fait généralement, de tout ce qui concerne réservation de billets d'avion et de toute la logistique et de l'organisation sur place. Vous êtes pris en charge et accompagné du début à la fin si vous le souhaitez, mais il est aussi possible, comme je le disais, d'y aller directement ou de nous demander une petite partie d'un de nos séjours ou d'adapter. On connaît suffisamment bien la région et on y est suffisamment depuis suffisamment longtemps pour pouvoir s'adapter à toutes les demandes et à tous les types de demandes. Comment on va au Ladakh et aux Zanskar quand on part, par exemple, de France, c'est-à-dire de Paris ou de n'importe quelle grande ville, de grand aéroport qui a des connexions européennes ou avec Paris, mais généralement des connexions européennes. On prend un avion, on finit toujours par arriver à Delhi. New Delhi, capitale de l'Inde, puisque de toute manière le Ladakh et le Zanskar, c'est en Inde. Et de Delhi, immédiatement, on va prendre une correspondance qui va, en 1 heure de vol, traverser le Grand Himalaya, 1h15 de vol, et nous déposer dans un paysage absolument incroyable, lunaire, après un vol qui est sans doute un des plus beaux vols qui puisse exister, puisque vous êtes à peine au-dessus des nuages quand il y a des nuages. Les montagnes de l'Himalaya dépassent des nuages, et quand il n'y a pas de nuages, vous avez tout le panorama. C'est magnifique, évidemment. Et vous arrivez donc sur le petit aéroport de Leh, et là, vous êtes accueillis par votre accompagnateur français, bien sûr, et aussi nos partenaires locaux. Vous allez vous reposer pendant 2-3 jours, 2 jours au moins pour la question de l'altitude. Vous acclimatez l'altitude. Johan va aborder ce point précis juste après. Et puis, selon le programme que vous avez choisi, vous allez partir en randonnée ou en véhicule pour rejoindre le Zanskar ou même rester au Ladakh. Leh étant la capitale du Ladakh, Zanskar étant une partie isolée du Ladakh aussi. Voilà, donc on y va aux Zanskar. Au minimum, on va mettre 2 jours depuis Leh pour s'y rendre en voiture. Il faut compter une nuit entre les deux. C'est pas très loin à vol d'oiseau, on peut pas y aller à vol d'oiseau. Par la route, il y a un assez gros détour encore, bien qu'il y ait des routes qui se construisent, elles n'existent pas, ça fait des dizaines d'années qu'elles sont en construction, elles n'existent pas encore partout, donc on ne peut pas aller directement aux Zanskar, il faut passer par Kargil, et donc faire un gros crochet vers l'ouest et revenir ensuite vers l'est. Et les routes s'améliorent, mais la qualité des routes et notamment des pistes, avec des passages quasiment à la hauteur du Mont Blanc par la route, font que l'hiver détruisant tout là-bas, font que le chemin va être assez difficile, long et, il faut le dire, éprouvant, mais tellement extraordinaire qu'on en oublie les désagréments. Voilà, on va passer au pied de sommets qui dépassent les 7000 mètres au pied. Si le temps est beau, vous allez voir des 7000, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et même sans être un super sportif, sans être quelqu'un de rodé, on a eu des tas de voyageurs qui n'avaient jamais fait de randonnée. Et c'est aussi pour ça qu'on a des voyages depuis 2004, des voyages sans randonnée, qui peuvent vous permettre d'aller à la rencontre de cette population et vous promener un petit peu. Vous pouvez faire des randonnées à la journée, accompagnées, une fois que vous êtes aux Zanskar, mais ce n'est pas un trek à proprement parler. Voilà, donc on est en très haute altitude, ce qui demande des précautions particulières, parce qu'il y a effectivement, si on ne prend pas ces précautions et qu'on n'a pas les compétences et les connaissances, un véritable danger. Donc, pour qu'il n'y ait pas ce danger, on a des spécialistes, des gens qui sont formés là-dessus, et on vous donne tout un tas de petites recettes. Ce qui fait que depuis 20 ans, on a peut-être rapatrié, c'était toi en plus qui était là-bas, une fois une personne sur plusieurs centaines. Donc, le risque est très faible, à condition de respecter les consignes de votre accompagnateur. Johan, à toi de parler de l'altitude. Alors, ces consignes sont
sont assez simples, il n'y en a pas non plus énormément. L'un des premiers conseils qu'on donne aux voyageurs, c'est d'essayer d'arriver reposé, de ne pas être sur les rotules avant de commencer son voyage. C'est sûr, quand on attaque son voyage fatigué, on a un petit peu plus de risque, effectivement, de mal commencer le séjour. C'est pas toujours facile parce qu'on a toujours beaucoup de choses généralement à faire avant de partir en vacances. Mais voilà, on consacre, quoi qu'il en soit, dans notre programme, 2 à 3 jours d'acclimatation aller. C'est un minimum de 2 jours au moins, où durant les 24 premières heures, vraiment, on se repose. On n'a pas d'autre objectif que de se reposer. C'est vraiment important, laisser le temps à l'organisme de s'habituer effectivement à cette différence de capacité d'absorption de l'oxygène qu'on a à ces altitudes-là. Et c'est vraiment déjà l'un des tout principaux points. Le deuxième principal conseil, c'est de beaucoup boire, bien s'hydrater, permettre de fluidifier l'organisme, permet d'éviter beaucoup de problèmes liés à l'altitude, notamment des petits symptômes de maux de tête, de difficultés de circulation sanguine. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, en montant en altitude, l'un des effets, c'est que le sang a tendance à s'épaissir. Et d'où l'importance de bien s'hydrater pour bien fluidifier l'organisme. À partir du moment où on respecte déjà ces 2 principales mesures, on se met énormément de chances de son côté de bien démarrer le séjour. Finalement, moi, de ma propre expérience, après plus de 10 ans d'accompagnement là-bas, je me méfie finalement davantage des gens qui sont assez sportifs, parfois un peu trop sur d'eux, sur ces questions d'altitude, et qui dès le premier jour vont se dire non, mais moi, pas de problème, j'ai déjà de l'expérience, je me sens bien, et qui vont vouloir déjà dès le premier jour visiter la ville en long et en large. Et c'est souvent ces gens-là qu'on retrouve le lendemain matin un petit peu barbouillés et qui malheureusement ont besoin d'un peu plus de temps pour se faire à cette altitude-là. Voilà. Autrement, comme le disait Patrick, on n'est pas du tout dans une recherche. Il disait que beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément sportifs ont fait des voyages et des randonnées, des trekking avec nous. On n'est vraiment pas dans une recherche de performance sportive. On est dans un objectif de rencontre avec les populations. Et donc, voilà, le groupe, on est sur des petits groupes aussi, donc on s'adapte au rythme des plus lents. Et c'est eux qui fixent finalement le rythme de la randonnée. Et on avance tout doucement, tranquillement, chacun à son rythme. Et on a largement le temps de faire les étapes comme il faut, sans se mettre dans le rouge et avoir tout le temps de récupération nécessaire qu'il faut. Voilà, donc tout ça pour dire que l'altitude, voilà, si on suit ces quelques recommandations, ça se passe toujours très bien, sauf voilà, une exception, effectivement, en 20 ans d'activité. On a eu une fois un rapatriement à faire. Oui, enfin, il est rentré à Lé, il s'en est très bien sorti. Hein. Il suffit de redescendre un petit peu. Voilà. Hein, c'est le... Alors, je ne sais pas s'il nous suit en ce moment, si je le salue s'il est avec nous. Oui. Voilà, on garde de très très bonnes relations ensemble. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait des soucis de santé déjà à la base, avant de venir, et qui espérait que ça serait suffisant. Malheureusement, ça a été voilà. En tout cas, on a toujours ramené tout le monde à bonne santé. Voilà. Ça, c'est quand même important à savoir. Bon, c'est aussi important aussi pour ça. On n'a pas localement, c'est vrai que la population locale connaît très bien sa région, mais eux, ils sont parfaitement adaptés. Et ils n'ont pas nécessairement conscience des problèmes que nous pouvons rencontrer. En tout cas, vis-à-vis du droit français, ils ne sont pas habilités réellement à accompagner des groupes sans, si c'est nous qui organisons un voyage, être accompagné par quelqu'un qui est vraiment qualifié et compétent. Donc c'est vraiment important sur cette destination. Nos accompagnateurs sont des gens qui sont non seulement diplômés
accompagnateurs en montagne, mais également des gens qui ont été formés sur le terrain, qui connaissent la région, qui voyagent dans l'esprit de Rencontre au bout du monde et non pas dans l'esprit des grands tours opérateurs que vous connaissez bien. Ok, on peut partir avec un grand tour opérateur, il n'y a pas de souci. On peut partir avec une agence locale, tant mieux pour elle. On travaille nous aussi avec des locaux exclusivement, mais on est certain des niveaux de rémunération, de la nourriture que vous mangez, de la sécurité et de tout ce qu'on peut nous garantir parce qu'on a un œil là-dessus, sachant que c'est un véritable partage d'expérience qui se passe avec les populations locales qui se sont depuis 20 ans complètement appropriées tous ces principes. Et c'est ça qui est vraiment très beau et c'est peut-être là notre plus belle réussite, hein, la création d'un réseau d'hébergement chez l'habitant aux Anscars qui n'existait pas. Aujourd'hui, ça s'est développé et c'est des choses qu'on a initiées, qui aujourd'hui existent toutes seules, sans nous. Et c'était aussi un petit peu ça le but. Voilà, donc après les problèmes de l'altitude, peut-être Johan, tu peux parler un petit peu très rapidement hein, de l'équipement spécifique. Est-ce qu'il faut être suréquipé pour partir là-bas? Alors, surtout l'été, hein, l'hiver, évidemment, c'est un peu plus particulier. On fait des réunions de préparation avec nos voyageurs. De toute manière, avec tous les groupes, il y a une réunion de préparation, une réunion téléphonique de préparation au départ avec chaque groupe qui part avec Rencontre au bout du monde, quelle que soit la destination. Plus spécifiquement aussi pour le Ladakh et le Zanskar en hiver. Mais même pour l'été, il y a des petites choses à dire sur le matériel. Oui. La fourniture des tentes, etc. Voilà. En partant en trekking à ces altitudes-là, effectivement, il faut s'attendre à un petit peu toutes les températures, surtout. On parlait du climat qui est très sec, donc c'est sûr qu'il y a assez peu de précipitations, mais il peut y en avoir tout de même. Et lorsqu'on commence à atteindre des altitudes un peu plus élevées, à 4000, 4005, voire 5000 mètres, il peut neiger même en été. Voilà, donc c'est nécessaire effectivement d'emporter des vêtements chauds. Ça c'est une première chose. Et souvent un duvet assez chaud également. Bien que ça dépende là encore de la saison, entre un départ en juillet, août ou septembre, il peut y avoir déjà des écarts de température assez importants. Voilà, donc on est bien sûr à votre disposition de toute manière pour vous préciser les choses de manière très, très pointue si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment nous questionner sur ces questions. Et puis on vous envoie une liste de matériel précise aussi à emporter en indiquant ce qui est véritablement obligatoire d'emporter, ce qui est conseillé et puis ce qui est facultatif pour vous donner quelques idées de choses à emporter avec vous. Il n'y a pas besoin de matériel technique pour aller au Ladakh et aux Zanskar. Je parle par exemple de crampons, de chaussures d'alpinisme très rigides, de choses comme ça. Les itinéraires qu'on suit ne sont pas techniques, ils sont vraiment accessibles à tout niveau. Donc voilà, ça ne nécessite pas un matériel incroyable non plus. On conseille nécessairement d'emporter des bâtons de marche. Ça, c'est quelque chose qui est, lorsqu'on part sur des trekkings, qui est assez important d'emmener avec vous. Et au niveau du couchage, effectivement, on vous fournit les tentes. Une tente 3 places pour 2 personnes. Voilà, pour tous les itinéraires proposés au Ladakh et aux Zanskar. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, d'emporter votre propre tente individuelle si vous le souhaitez, mais au moins voilà, les tentes peuvent vous être proposées sur place. À vous par contre d'emporter votre matelas et votre duvet comme j'en parlais juste avant. Voilà. Sinon il n'y a vraiment pas de particularité à signifier. Si ce n'est en hiver où effectivement là on est sur des températures nocturnes qui peuvent aller jusqu'à moins 25, moins 30 degrés si vraiment on est sur des fenêtres de froid exceptionnelles, mais en règle générale on est vraiment plutôt autour des moins 15 environ. Donc voilà, à ces températures-là, il faut effectivement là, un matériel un petit peu plus spécifique, des duvets vraiment très très chauds, des bottes canadiennes pour le froid, voilà, ce genre de choses. Et on est bien sûr là encore à votre disposition pour vous aider à
trouver le bon matériel. Et il nous arrive aussi de mettre en relation les voyageurs, les anciens voyageurs qui très souvent sont d'accord pour prêter leur propre matériel si besoin est. Donc voilà, c'est l'avantage d'une association où tout le monde est membre et où il y a cette fraternité, cette solidarité aussi qui s'installe. Les voyageurs sont très contents que si leur matériel peut continuer à servir auprès d'autres. Question de Clémence Dupuis, qu'en est-il des températures en été? Donc, tu n'en as peut-être pas parlé. Les températures en été, c'est approximativement la même chose que ce qu'on trouve dans nos montagnes ici l'été, c'est-à-dire peut être assez chaud même dans la journée, 25, 30, avec une très forte exposition aux ultraviolets. Il faut vraiment se protéger la peau et porter un chapeau, voilà. Et avec dans l'après-midi très souvent du vent qui va se lever, des vents thermiques qui vont remonter ou descendre les vallées. Je ne sais plus dans quel sens ça fonctionne. Ça descend, voilà. Et c'est lui le spécialiste montagne, c'est pas moi. Et puis, la nuit, quand on est en altitude, on peut approcher les 0 degrés, hein, même en plein mois d'août. Quand on a des bivouacs à 4500 mètres d'altitude, on a froid. Donc, il faut un bonne polaire, un bon duvet, parce qu'il n'est pas question de souffrir du froid. Hein, de toute manière, même l'hiver, hein, il n'en est pas question. Il faut être équipé pour apprécier les choses telles qu'elles se passent. Maintenant, l'équipement, c'est vraiment démocratisé en termes de prix. On trouve maintenant du matériel très technique, vraiment 3-4 fois moins cher que ce que c'était il y a 20 ans. Je pense qu'on investit sur des vêtements pour longtemps et qui vont vous servir longtemps, y compris en France. Hein. Des vestes achetées il y a 15 ans, des vestes Gore-Tex, etc. Je les utilise moi couramment en France, même sans aller à la montagne. Même ici, alors qu'il fait toujours beau, vous le savez bien, dans le sud de la France. C'est pour ça. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Clémence, je vois qu'on a des visiteurs connus, et notamment un petit coucou à Jimmy Jagdish Sharma, un de nos accompagnateurs au Rajasthan, qui joue à être en direct avec nous. J'espère s'il y a d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez nous les poser, soit directement, je ne sais pas si c'est possible de continuer à dialoguer sur le live, ou sinon directement en nous envoyant des messages sur Facebook, sur notre page Facebook. On peut continuer tout ça. Ce live sera disponible dans quelques minutes. Vous pourrez le revoir et le revisionner jusqu'à plus soif. Et voilà, je vous dis à bientôt, en tout cas, pour une prochaine destination. Je pense qu'on va perpétuer cette habitude en fonction de vos avis. Hein, merci à tous, en tout cas, de votre présence. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Et au plaisir de rediscuter avec vous par téléphone, par échanger par email, comme vous le souhaitez. Djoulé, djoulé. Djoulé, djoulé. Et à bientôt.